Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine où nous allons regarder dans le détail comment les dons à une fondation sont à prendre en compte dans la gestion de votre patrimoine. Si ceux-ci sont connus des personnes les plus aisées, le fait de faire un don à une fondation n'est pas forcément un réflexe connu de tous les épargnants. Pourtant, il peut être intéressant d'intégrer cela dans une stratégie patrimoniale, au-delà évidemment des raisons qui peuvent pousser à faire un don à une fondation. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Antoine Hurel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris. Bonjour Antoine Hurel. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau à nouveau pour le coup. Merci. Et nous avons également le plaisir de recevoir Sabine Dessoir, responsable du développement des fondations et des legs à Fondation de France. Bonjour Sabine Dessoir. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur ce plateau. Un mot peut-être rapide de la Fondation de France, puisque c'est la fondation des fondations, finalement, en tout cas la fondation de toutes les causes. C'est comme ça que vous vous définissez. Exactement. La Fondation de France a été créée il y a une 50aine d'années à la demande du général de Gaulle. L'idée était de pouvoir avoir un outil qui fédère la générosité des Français. Donc nous collectons auprès des Français et à l'étranger aussi, et nous capitalisons sur ces sommes que nous collectons et nous le redistribuons à l'ensemble des causes de l'intérêt général via des appels à projets. Donc, il y a des associations qui postulent à la Fondation de France sur l'ensemble des causes. On peut parler d'environnement, de recherche médicale, d'éducation inclusive ou encore d'accompagnement des personnes âgées. Et ensuite, c'est quoi? Donc il y a des associations et ensuite il y a différentes fondations au sein même de la Fondation de France. L'autre métier de la Fondation de France, c'est d'abriter des fondations qui viendraient chercher chez nous l'expertise que nous avons sur nos programmes et aussi le fait de bénéficier et d'appartenir à un réseau. Et à ce titre, nous accueillons à peu près 920 fondations qui sont abritées à la Fondation de France et qui font le même métier. Elles collectent et elles redistribuent. Ainsi, les fondations abritées et la Fondation de France, nous soutenons 11 000 projets par an. 11 000 projets par an. Derrière le mot de fondation, il y a cette idée de philanthropie. Antoine Hurel, cette idée de philanthropie, généralement, quand on en entend parler dans les médias, ça concerne des gens qui ont très bien réussi, qui ont des très grosses fortunes et qui ont leur propre fondation ou qui font de la philanthropie. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est que la philanthropie quand on veut l'adresser à tous pour le coup ? Merci déjà de parler de ce sujet dans le thème de la gestion de patrimoine, parce que c'est pas commun. Bien sûr, effectivement, ça permet d'abord de donner du sens à son patrimoine. Aujourd'hui, c'est quand même un sujet d'actualité. Dans la crise que nous vivons aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment ils peuvent faire un geste envers les autres et les plus démunis, et notamment les chefs d'entreprise. Donc en tout cas, le notaire peut être présent et en partenariat avec les associations et les fondations justement pour initier des gestes de générosité dans une réflexion de gestion de patrimoine. Donc nous sommes en tant que notaire à la frontière entre la fiscalité, la transmission, la famille, l'immobilier, et c'est vrai que souvent nous avons la possibilité de permettre à notre client de se poser la question, d'orienter sa générosité, soit vers l'État parce que c'est une génération, un impôt qui est subi, bien sûr, soit au contraire de le flécher vers une cause de générosité qu'on a choisie. Et donc en tant que notaire, on peut donner la possibilité à nos clients de créer des outils philanthropiques. Alors ça peut être une fondation, alors il faut beaucoup d'argent, là pour le coup je rejoins votre question, là, il faut créer une fondation, il faut 2 millions d'euros, donc là c'est beaucoup d'argent. Bien sûr, mais ça peut intéresser certains d'entre vous. Exactement, et il y a des chefs d'entreprise qui nous regardent, on en reparlera d'ailleurs sur un cas particulier. Et puis il y a également, comme Sabine le disait, des fondations abritées. Donc ça, en fait, c'est une sorte de mini-fondation qui peut être faite, par exemple, à la Fondation de France de mémoire, 200 000 euros sur 5 ans. D'accord. Ça veut dire 40 000 euros tous les ans, avec 66% d'économie d'impôts. On rentre là pour le coup dans le vif du sujet, dans la limite évidemment que l'on connaît, mais ça permet en fait de créer une fondation parfois pour beaucoup moins qu'on peut imaginer. Là, quand vous dites fondation abritée, notamment peut-être à la Fondation de France, ça veut dire que je crée ma propre fondation, mais au sein d'une fondation. C'est ça, avec la cause qui m'est chère entre Exactement. Alors vous venez me voir et puis vous me dites, voilà, moi ce que je voudrais, c'est l'environnement, mais vous ne savez pas où aller parce que vous n'allez pas vous lancer dans la générosité comme ça et dans l'environnement sans le savoir. Donc vous allez voir un collège d'experts auprès notamment de la Fondation de France qui va vous dire, moi je vous abrite chez moi. D'accord. Et vous avez votre fondation à vous. Alors elle n'a pas la personnalité morale, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas en tant que telle, mais on appelle la Fondation Nicolas. Sur l'environnement, ça existe. Donc en fait, il y a beaucoup d'outils qui sont des outils de gestion de patrimoine qu'on peut utiliser dans notre boîte à nous, notre boîte à outils de notaire, et qu'on peut permettre
Et alors là, d'utiliser. Dans le cadre de cette fondation hébergée, si je puis dire ainsi, on y va. Pourquoi ? Parce qu'il y a un avantage fiscal à investir ou en tout cas à créer sa fondation hébergée ? Alors Sabine pourra me contredire, mais ne me contredira pas. Mais je pense que quand on va vers la générosité, c'est avant tout un acte d'appauvrissement. D'accord. Ça n'est pas un acte pour gagner de l'argent. On ne gagne pas de l'argent avec les philanthropies. En revanche, il y a un système effectivement en France qui a été mis en place il y a de nombreuses années qui permet de favoriser la philanthropie avec des économies sur l'impôt sur le revenu, sur l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur la fortune immobilière. Donc oui, évidemment, ça permet d'enclencher le geste de générosité. Évidemment, si je vous dis que vous avez 66% d'économie ou zéro, vous êtes peut-être plus allé facilement avec effectivement l'incitation fiscale. Mais ça reste... C'est possible. Ça reste un acte d'appauvrissement. Hein. Donc on le fait parce qu'on se dit, tiens, j'ai bien réussi, j'ai envie de voir ailleurs et de m'orienter vers l'intérêt général. On le fait lorsque je suis un chef d'entreprise, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui va céder une société. Je le fais quand j'ai pas d'enfants. C'est des exemples qu'on reprendra tout à l'heure si vous voulez bien. J'ai pas d'enfants, je suis chef d'entreprise. Comment je fais pour transmettre mon patrimoine ? Est-ce que tout va à l'État ? Est-ce qu'une partie va à l'État ? Voilà, donc tout ça, c'est vraiment des sujets prégnants. On va en reparler juste avant, Sabine Dessoir, sur cet exemple de fondation hébergée. Il y a quand même une question qui se pose. Pourquoi créer sa propre fondation hébergée avec effectivement un montant de 200 000 euros plutôt que d'aller faire un don de la même somme à une fondation qui défend déjà la cause qui nous est chère ? Le sujet, je crois, c'est vraiment de mettre les mains dedans. Quand on a sa fondation, on a une personnalité morale qui est celle de la fondation abritante, en l'occurrence chez nous, la Fondation de France, mais on a quand même sa personnalité marketing, son nom, on peut mettre son nom sur sa fondation ou le nom d'un de ses enfants. D'accord. Oui. Et on est décisionnaire de l'affectation de chacune des subventions que cette fondation va donner. D'accord. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire ce que la philanthropie permet, c'est-à-dire sélectionner des projets, les meilleurs projets, ou en tout cas ceux qui ont le plus d'impact, rentrer en contact direct avec les associations et donc faire remonter dans sa fondation des projets qu'on n'aurait pas identifiés tout seul ou qu'on n'aurait pas du tout rencontrés si on avait juste fait un don à une fondation. Alors c'est peut-être là où de mettre les mains dedans. Où il faut peut-être redéfinir, pour que ce soit clair pour tout le monde, la différence entre une fondation et une association. L'association, c'est celle qui va gérer le projet, entre guillemets. Qui va faire le projet. Qui va faire le projet, oui, d'accord. Oui. Juridiquement, c'est même l'association, c'est un regroupement de personnes. D'accord. Donc ensemble, des gens se réunissent et mènent un projet d'intérêt général. Une fondation, c'est un regroupement de capitaux financiers. Donc la porte d'entrée est bien celui d'avoir doté financièrement un outil pour après redistribuer cet argent en distribuant des soutiens à des associations qui, elles, font. D'accord, donc là par exemple si je reprends l'exemple des 200 000 pour que ce soit clair, ensuite il y a 200 000 sur un compte finalement géré par la fondation. Exactement. Et il y a un collège de personnes, ou en l'occurrence la personne qui a créé la fondation, qui va décider d'allouer tel budget à tel projet de telle association. Exactement. Et dans ce collège, la personne, le philanthrope, sera accompagnée de la Fondation de France et éventuellement, si elle le souhaite, d'experts que nous pouvons identifier avec elle pour l'aider à mieux connaître les sujets. Et Antoine l'a dit, on ne s'improvise pas spécialiste de l'environnement du jour au lendemain. Il y a des grands sujets, il y a des gardes de chapelle. Donc voilà, parfois, il faut être accompagné. Antoine Hurel, du coup, on a parlé du fait de créer sa fondation hébergée, entre guillemets. On n'a pas parlé des dons. Là aussi, il y a un avantage fiscal sur les dons à une fondation ? Oui, bien sûr, ce sont les mêmes avantages fiscaux que lorsqu'on crée une fondation, 66% sur l'impôt sur le revenu, 75% de l'ISF, l'impôt sur les sociétés également. Je reviens juste sur le mécanisme, si ça ne vous ennuie pas, sûr, justement de ces chefs d'entreprise, parce que je crois que vous avez beaucoup d'auditeurs qui sont chefs d'entreprise, et je recevais dans mon bureau l'autre jour vraiment quelqu'un de façon très concrète. Il a une réussite formidable, il monte son entreprise, et puis il y a 5 ans, il se dit, bon, maintenant j'ai 75 ans, je vais céder. Bon. Il se dit derrière, bon, okay, qu'est-ce que je vais faire ? C'est un gars très, très, très actif et avec plein d'énergie. En fait, il a créé sa fondation en amont. D'accord. Tous les ans, à moins 5, moins 4, moins 3, moins ans, il a apporté une partie de ses actions à une fondation. D'accord. Donc il n'a pas sorti à sa fondation, il n'a pas sorti d'argent. Et au final, lorsqu'il a cédé 95% de sa société lui-même et 5% c'est sa fondation qui a cédé. Avantage, il a pu avoir une économie fiscale sur la donation de titres qu'il a faite tous les ans, sans sortir d'argent. Puis deuxièmement, lorsqu'il a cédé, c'est sa fondation qui a cédé et elle n'a pas de plus-value. Ce qui fait qu'il s'est retrouvé avec 100% de ces 5% dans la fondation, en œuvrant pendant sa retraite sur la réinsertion professionnelle et notamment lui sur le décrochage scolaire. Donc il est passionné par le décrochage scolaire et il est venu nous voir. Et voilà un chef d'entreprise qui a pris sa retraite, heureux de pouvoir aider les autres alors qu'il n'est plus en activité. Voilà un exemple concret, et Sabine le voit quotidiennement, ce genre. Et si on ne le pense pas avant,
pour bien comprendre, il a cédé son entreprise. Non, en fait, il a donné. Il a donné régulièrement à son entreprise. Il n'a pas cédé son entreprise à la fondation. Mais ensuite, vu que la fondation était propriétaire d'une partie de l'entreprise au fur et à mesure du temps, elle a récupéré. Elle a co-vendu finalement l'entreprise, mais elle n'est pas imposée sur les plus-values. Donc, il a pu ensuite redistribuer. Ou c'est peut-être pas, il a peut-être pas encore fait, mais c'est l'idée. C'est ensuite se redistribuer à des projets. Vous êtes prêt à la philanthropie, Nicolas? Il manque plus un petit montant, mais après. Mais c'est vrai qu'on pense toujours à la donation, cession. Alors j'ai de la plus-value, donc du coup je vais donner à mes enfants, je vais donner à mes parents, etc. Mais à mes parents ou à mes enfants surtout, ou à mon conjoint, mais on ne pense pas toujours à cette possibilité. Et là, ça donne du sens à son patrimoine. On a cédé, on a de l'argent, certes, c'est bien dans une holding, on a beaucoup d'argent, c'est super, mais on a aussi de l'argent dont on peut faire bénéficier les plus pauvres et les plus. Sabine Desoir, c'est quelque chose que vous voyez souvent, la création de fondations par des chefs d'entreprise. De plus en plus. Hein. Je dois avouer que le philanthrope type, il y a une dizaine d'années, c'était un peu entre 70 et 75 ans, fin de carrière, cession d'entreprise ou tout simplement fin de carrière. Je me consacre à un nouveau projet. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des philanthropes qu'on accueille à la Fondation de France est plutôt aux alentours de 50 ans. Les gens cèdent plus tôt aussi leur entreprise. Il y a aussi des belles success stories dans le monde du digital. Et donc, il y a des entrepreneurs qui arrivent avec des patrimoines conséquents. Et le type d'opération qu'Antoine vient de vous présenter, ce qu'on appelle les donations de titres avant cession, nous en faisons de plus en plus. Cette année, à peu près 8 à la Fondation de France. Ça permet d'avoir des dotations très conséquentes dans des fondations qui vont être, par conséquent, très actives, avec des chefs d'entreprise qui vont gérer leur fondation comme un chef d'entreprise. Et donc, vraiment en s'impliquant quotidiennement et en distribuant de façon très intelligente ce qu'on appellerait chez nous de la philanthropie à impact. Ils ont la même approche entrepreneuriale dans leur fondation que dans leur entreprise. C'est ça, il faut qu'il y ait un retour sur investissement, il faut que ça fonctionne. Exactement, Antoine Hurel, là on a donné l'exemple du chef d'entreprise. Le chef d'entreprise, il a parfois une famille. Du coup, ça change quelque chose quand on a sa propre fondation. Alors, il y a des règles, vous savez, en droit des successions, de transmission. On ne peut pas, évidemment, donner tout à une fondation si on a des enfants. On ne peut pas déshériter ses enfants et donner tout dans un testament à une fondation. On peut le faire dans un certain pourcentage. Si on a un enfant, c'est la moitié. Si on a 2 enfants, c'est un tiers, etc. Mais c'est souvent, d'ailleurs, une possibilité d'associer sa famille justement à un projet de solidarité. Quand on en parle, en fait, c'est un vrai engouement finalement pour la famille. Je reviens également sur la partie du testament, parce que vous savez que quand on n'a pas d'enfant, par exemple, eh bien, on peut faire un testament au profit de son voisin de palier, de son neveu, ou que sais-je encore, ou de quelqu'un qui n'a pas de lien. Et vous savez qu'à ce moment-là, c'est 60% de droits de succession. Je prends un exemple très rapide. Vous n'avez pas d'enfant, vous donnez à Sabine qui n'a pas de lien de parenté avec vous, c'est 60% à l'État, 40% à Sabine. Si vous donnez à la Fondation de France, par exemple, la Fondation de France reçoit 100, votre patrimoine, elle va refaire un chèque de 40 € à Sabine. Elle va payer 60% sur ces 40, ça fait 24. 100 moins 40 moins 24, il reste 36 à la Fondation. Qu'est-ce que j'ai fait avec ce testament, entre guillemets, intelligent ? C'est que au lieu de donner 60 à l'État, j'ai dit je veux donner 36 à la Fondation parce que moi c'est l'environnement. Et je donne 24 à l'État, qui est le minimum que je peux donner. Donc vous voyez qu'avec un testament comme ça, c'est une vraie spécificité, il faut connaître. Bien sûr, mais il faut aller voir son notaire parce que ça évite de subir 60% d'impôts. Alors il y en a qui diront très bien, moi c'est l'État et voilà, je construis des routes et l'État construit des routes, c'est très bien. Mais quand on veut choisir sa générosité, flécher, orienter sa générosité, il faut aller voir un notaire pour faire ce genre de testament. Il nous reste 2 minutes. Quels conseils on peut donner aux personnes qui auraient pu être convaincues par ce que vous venez de nous expliquer ? Et surtout, en cette période de fin d'année, est-ce que ça change quelque chose déjà, la période Alors moi, le premier conseil, c'est d'anticiper. Ça, c'est sûr. Antoine l'a très bien dit. La place du notaire dans la transmission. C'est le premier point d'entrée, le notaire ? C'est souvent le premier, effectivement. C'est souvent le premier. Quand c'est pas le notaire, c'est parce que les personnes nous contactent directement, mais nous-mêmes, nous faisons de nouveau appel à des notaires, puisque nous sécurisons aussi. Il y a besoin de conseiller quand même, effectivement. Il y a besoin de conseils, et la Fondation de France ne peut pas apporter tout le conseil juridique parce qu'on n'est pas complètement neutre dans cette opération. Donc le notaire, c'est aussi son rôle. C'est aussi celui qui va vérifier les réserves héréditaires et donc l'équilibre des différentes options qui sont choisies. Donc pour moi, l'anticipation, c'est primordial. Et puis l'anticipation, ça permet aussi de bien pouvoir calculer l'intérêt fiscal, puisqu'évidemment, il est ventilé sur plusieurs années. Et donc c'est très important de se faire accompagner dans ce cas-là. Et puis il faut venir nous voir pour rencontrer les causes, pour rencontrer les projets, parce que c'est ça aussi qui va déclencher la générosité.
Antoine Hurel, pour conclure, du coup, le conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui pourraient être intéressées par le fait de créer leur propre fondation. Non, mais avant la fin de l'année, évidemment, de façon sporadique, on peut donner. Et donc, vous avez le reçu fiscal qui arrive avant la fin de l'année, donc qui sera écrasé sur vos impôts de 2021. Voilà, allez voir les notaires, parce que les notaires se prennent vraiment en considération cet aspect de philanthropie, de mécénat. Je fais un petit clin d'œil aux notaires du Grand Paris, parce que ce sont les notaires de toute l'Île-de-France qui ont créé la fondation des notaires du Grand Paris. Donc, vous voyez que la profession également s'empare de ce sujet. Et donc, on est très fiers d'avoir créé cette fondation sous l'égide de la Fondation de France pour pouvoir justement être généreux. Mais je rebondis là-dessus, ça veut dire que là, il y a plusieurs personnes qui créent une même fondation. Oui. Ça veut dire qu'on peut s'organiser à plusieurs chefs d'entreprise pour créer sa propre fondation. Oui. Là, pareil, héberger à la Fondation de France. On peut créer des collectifs, voilà. Ça peut être une entreprise qui crée une fondation, un entrepreneur qui crée une fondation, un individu et sa famille, ou des collectifs informels type plusieurs chefs d'entreprise, voire même, on a le cas des cercles amicaux. Des gens qui ont été associés dans une entreprise à un moment, ils cèdent et finalement ils recréent une fondation ensemble pour vivre une deuxième aventure conjointe, mais autour de la philanthropie. Merci beaucoup Sabine Desoir, responsable du développement et des fondations, responsable du développement des fondations et délègue donc à la Fondation de France. Merci également Antoine Hurel, notaire à Paris et porte-parole de la Chambre des notaires de Paris, pour nous avoir détaillé ce mécanisme des fondations et l'intégration dans Sage et Stratégie patrimoniale. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.